De grandes préoccupations sociales et économiques animent les débats actuels. La population vieillissante et le logement durable. En effet, on assiste globalement à un vieillissement critique de la population et les établissements mis à disposition des personnes âgées, tels que les maisons de retraite, sont fort coûteuses et saturées. Par conséquent, la population vieillissante a de plus en plus de mal à trouver un logement adapté à ses besoins, au niveau de la mobilité et de la sécurité, et à assumer son loyer. Par ailleurs, il ne faut pas négliger que nous évoluons dans un monde en pleine crise écologique. Ainsi, les sociétés de construction et d'aménagement doivent prendre conscience de l'importance des enjeux écologiques dans leurs projets. Le marché du logement durable pour les seniors représente une opportunité stratégique pour les entreprises, car la demande y est croissante. À partir de ce constat, on peut se demander comment est-il possible de construire et aménager des logements correspondant aux besoins des seniors, tout en étant durables, mais aussi rentables pour l'entreprise. Alors on interviewe aujourd'hui Oscar Lefebvre, ancien stagiaire en maison de retraite, qui va nous parler de son expérience pendant ces 3 mois de stage. Il nous explique aujourd'hui que la vie en maison de retraite et les coûts sont de plus en plus élevés. Du coup, on en arrive dans des situations délicates où il devient très difficile pour les personnes qui auraient envie d'y aller en fin de vie, de pouvoir assumer les frais liés à cette fin de vie. Donc quelle solution on pourrait avoir justement dans l'avenir pour que ça devienne plus rentable, pour que ce soit plus accessible et qu'on ait une solution qui soit finalement plus durable? Alors, pour en avoir parlé avec beaucoup de professionnels, alors il y a plusieurs tendances. Donc il y a des systèmes de communautés qui veulent se mettre en place avant. Par exemple, il y aurait plusieurs personnes âgées qui s'occuperaient les uns des autres. Enfin, ça existe déjà un petit peu, mais c'est poussé un peu ça à l'extrême. Des villages de personnes âgées, des choses comme ça. Où il y aurait un infirmier qui passerait de maison en maison pour s'occuper de chaque personne, et où il y aurait un échange entre plusieurs générations pour s'occuper les uns des autres. Donc il y a ce système-là qui permettrait en fait de pallier dans un problème, mais quand tu vas arriver dans l'étape de grande dépendance, quand tu as des GIR 1 ou GIR 4 par exemple, là tu n'as plus le choix, tu es obligé d'aller en maison de retraite parce que c'est dangereux pour la personne, parce qu'elle ne saura pas, par exemple, si elle doit s'hydrater. Elle ne va pas avoir le réflexe de boire de l'eau. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour la surveiller, parce que sinon la personne pourrait tomber et passer 3 jours par terre sans qu'il n'y ait personne qui puisse le voir. Au-delà même des frais des médicaments, il y a la vie de tous les jours qui augmente. Donc pour ces gens-là, ça devient très vite ingérable, parce que voilà, quand on est dans une maison, dans un établissement privé, nous les factures dans l'établissement dans lequel je travaillais, c'était 2005 à 3005 à peu près par mois que les gens payaient. Voilà, donc ça fait un sacré budget. Mais donc le seul moyen de réduire en fait ça, c'est réduire la masse salariale. Parce que les aides d'aliments, tu peux pas diminuer, tu peux pas influencer, avoir une influence là-dessus. Les médicaments non plus. Donc où tu as des subventions, donc c'est l'État qui va réussir à diminuer ces frais-là, donc tu peux garder ton personnel. C'est pas durable quoi, comme solution d'une subvention. Le problème c'est que ça dépend, c'est-à-dire que si en proportion la part de personnes âgées est plus faible que la population jeune qui va pouvoir subventionner les personnes âgées, oui ça marche. Ouais. Parce que tu prends de l'argent à des gens que tu vas redistribuer aux personnes âgées. Mais encore, il faut que ce soit bien équilibré. Le problème, c'est qu'on n'est plus dans le même équilibre, parce que c'est les baby-boomers qui deviennent les papy-boomers. Nous avons rencontré Julie Martin-Rossi, responsable d'un projet de construction intergénérationnelle à Cergy-Pontoise, pour la maison d'architecte BDVA, afin qu'elle nous présente son projet et les obstacles qu'elle a pu y rencontrer. De matériaux. Vous avez ici une résidence étudiante et vous avez ici la fameuse résidence qu'on appelle intergénérationnelle. C'est d'avoir, donc ce que je vous expliquais, non pas des chambres, parce que souvent dans les résidences seniors, c'est ce qu'on appelle des chambres, c'est-à-dire c'est comme du T2, c'est-à-dire que vous avez une cuisine, une chambre, un petit séjour, une salle de bain. Or ici, vous avez des logements qui sont des logements pour des familles, donc des logements qui sont des T4, qui sont mélangés avec ces chambres pour personnes âgées, ce qui permet d'avoir une vie, on va dire, mixte. Enfin, on espère que ça va fonctionner, parce que c'est toujours bon d'avoir des idées comme ça. Après, il faut vraiment que ça fonctionne dans la vie de tous les jours, donc c'est un nouveau produit. À partir de ça, en fait, au début, il n'y avait pas de preneur. Donc on nous a dit c'est une résidence, voilà comment ça s'est fait. En tout cas, au niveau du programme, on nous a dit c'est une résidence intergénérationnelle. Il faut des chambres et des logements de telle grandeur. Donc on a fait un premier permis de construire. Et ensuite, il y a eu un preneur
qui est assez connu, qui s'appelle Ephilis, qui lui fait ou de la maison pour personnes âgées ou de la résidence étudiante. Donc en fait, il a pris en bloc la résidence étudiante qui fait 140 chambres, plus la résidence intergénérationnelle. Alors quand on achète en bloc et qu'il y a un permis de construire qui a été déposé, il ne peut pas venir en disant bah, ça ne me plaît pas. Enfin non, il achète en bloc, donc il rachète l'image, il achète quand même. Par contre, après il peut dire bon voilà, moi dans le hall, je préfère avoir un sas plutôt que deux sas, et puis la salle commune, j'aimerais bien qu'elle puisse être séparée avec une cloison mobile, avec deux petites salles communes. Après, vous avez des bureaux, ce qu'on appelle des bureaux d'aménagement, c'est-à-dire souvent c'est des bureaux qui font aussi, en tout cas là, la maîtrise d'ouvrage chez ICAD, qui est un gros promoteur. Et au sein de chez ICAD, en fait, il y a un cabinet qui s'occupe de tout ce qui est grand projet urbain, qui souvent, eux aussi, sont associés à la démarche, puisque c'est vraiment une démarche globale qui est faite. Ils servent de communication, de communicants entre la mairie, l'agglomération, parce qu'il faut savoir que quand vous avez de la certification, bien évidemment, vous avez des subventions qui vont avec. La construction d'un logement demande des démarches en amont qui sont très lourdes, entre le phasage du chantier et les audits pour chacune de ces phases. Notamment sur ce projet de construction, il y a 21 acteurs. Chaque avancement de construction doit être communiqué à ces 21 acteurs. Cependant, chaque acteur pose des contraintes, et les démarches sont également très lourdes, en grande partie à cause des certifications. Julie Martin-Rossi nous explique qu'aujourd'hui, nous faisons face à une course à la certification. Chaque cabinet se bat pour être accrédité par un maximum de certifications qui sont aujourd'hui très en vogue sur le marché de l'immobilier. Ces certifications, censées être des gages de développement durable, vont être prétexte à de nombreuses concessions de la part des acteurs, afin d'être à la fois compétitifs et rentables. Malheureusement, toutes ces concessions se font au détriment de la durabilité qui était pourtant l'objet principal de ces certifications. On se retrouve donc face à un problème éthique.